Donc, ce soir, on va se serrer les mains pour trois raisons. D'une part, parce que le travail d'écriture littéraire est beaucoup plus un travail instinctif, viscéral, sensible qu'un travail intellectuel. Il n'y a aucun écrivain qui se lève le matin en disant « alors voilà, il faut que je sache déjà qu'est-ce que je vais faire, que je transforme cette idée en un plan très structuré et qu'ensuite je suive ce plan de manière millimétrée en commençant à 8 heures le matin et en finissant à 9 heures le soir. » En général, c'est beaucoup plus chaotique que ça. Et le problème des principes et des théories que je peux vous donner ou que n'importe qui peut vous donner sur l'écriture de romans, de scénarios ou quoi que ce soit, c'est que la plupart du temps c'est vrai, 90% ou 80% ça marche parce que ça fonctionne depuis Aristote et on ne voit pas pourquoi ça devrait arrêter tout d'un coup. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à partir des principes généraux pour arriver au particulier d'une situation dramatique, au particulier de votre situation personnelle, au particulier de votre sensibilité propre, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est partir de vous-même, de votre sensibilité, de vos souvenirs, parce que l'imagination, ce n'est jamais qu'une recombinaison de vos souvenirs. Il n'y a aucun livre, aucun film, aucune BD qui a été créé ex nihilo. Et c'est même si le scénariste invente un extraterrestre à trois yeux et une trompe, il recombine un insecte et un éléphant pour imaginer son extraterrestre. Et vous, quand vous créez un personnage de fiction, vous chopez un tic nerveux de votre meilleur ami, une habitude de votre frère et telle anecdote racontée par je ne sais pas qui, votre collègue de bureau, pour faire de cet agglomérat un personnage cohérent et à partir duquel on peut raconter une histoire. Donc c'est très chaotique et ça doit le rester assez longtemps pour avoir de la matière. Et le fait de partir des théories, des principes et des généralités a tendance à vous couper de ce magma chaotique et très, très concret, très matériel, à partir duquel tout se crée dans un roman. Donc il faut garder le côté intellectuel, mais pour plus tard, au moment où vous avez assez de matière pour vous dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je garde pour avoir un roman qui se tient, un personnage cohérent, etc. etc. Donc à ce moment-là, vous supprimez 80% de cette matière pour garder les 20% qui forment un tout cohérent. Et là, à ce moment-là, les méthodes, les principes, les théories, les généralités peuvent vous aider, vous guider dans les choix, les sélections et la structuration de tout ça. Et si vous commencez à structurer un matériau qui n'existe pas, par définition, ça risque de poser problème. Ensuite, pourquoi cet atelier? C'est aussi parce qu'on n'apprend jamais que par la pratique. C'est pas parce que je connais telle ou telle théorie que je sais écrire parce que j'ai fait telle erreur avant de comprendre progressivement ce que j'attendais de la littérature, ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais incapable de faire. Les scènes d'action, par exemple, ça ne m'intéresse pas, donc je n'essaie pas d'en faire, parce que je pense que le cinéma ou les jeux vidéo sont bien plus aptes à montrer l'action, entre autres. Donc, pratique, viscérale, et dernièrement, on apprend au contact de ses pairs, on apprend au contact de gens qui l'ont déjà fait et qui sont passés par là, et pas de gens qui l'ont déjà fait il y a 50 ans et qui s'en souviennent de manière très floue et très nébuleuse et qui vous donnent des conseils inutiles du genre il faut écrire un mot après l'autre et au bout d'un an ça fera 300 pages, etc., etc. Et moi je suis comme vous, j'ai juste un peu d'avance peut-être, mais pas plus. Et ce que j'essaye de faire dans ces ateliers, dans mes vidéos,
dans mes accompagnements individuels, dans mes séminaires et tout ça, c'est de formaliser quelque chose de très intuitif, de très instinctif, et de vous dire, ben voilà, là ça a fonctionné pour cette raison, là ça n'a pas fonctionné pour telle autre. Pour voilà, que vous ayez le contexte d'utilisation des règles. Parce que les règles en soi, il n'y a aucune règle qui tient face à un chef-d'œuvre. Il faut savoir pourquoi dans tel contexte cette règle fonctionne et dans tel autre c'est pas la peine d'essayer. Et moi je me rends compte en accompagnant des écrivains, c'est que je dis des choses très contradictoires selon les personnes auxquelles je m'adresse. Parce que je sais que cette personne qui veut écrire un roman naturaliste punk féministe, je vais pas lui dire la même chose que la personne qui cherche à écrire, je sais pas moi, un roman maniériste, psychologiste, intimiste, où tout se passe dans le cerveau des personnages et il n'y a rien de trash, sordide ou corporel qui intervient dans l'histoire. Parce qu'il faut comprendre voilà, les intentions de départ pour savoir ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut dire aussi à la personne qui les a. Et moi, il n'y a rien de plus énervant, moi ça me rend dingue, et j'en parle toujours, les écrivains qui demandent un avis de lecture ou des conseils à n'importe qui. Si vous voulez vous suicider littérairement, il n'y a pas meilleure manière de le faire. Donc je suis peut-être le seul conseiller littéraire de la place à donner comme premier conseil de ne pas en demander. Parce qu'il faut savoir à qui vous adressez. Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais lu le moindre livre de sa vie ? Est-ce que c'est une personne qui lit beaucoup mais n'importe quoi et qui n'a jamais écrit de sa vie ? Est-ce que c'est une personne qui a écrit mais pas du tout ce que vous écrivez ? Ou est-ce une personne qui écrit, voire qui écrit dans la même veine que vous, ou une personne qui écrit et qui comprend ce que vous essayez de faire et qui, même si ce n'est pas ce qu'elle veut faire, elle, en tant qu'écrivain, va faire tout son possible pour vous aider à aller au bout de votre ambition, au bout de votre tentative d'écrire quelque chose d'exceptionnel. Voilà, il faut se poser toutes ces questions et en général, je ne suis pas sûr que toutes ces questions soient posées et une réponse satisfaisante. Donc, voilà pourquoi ce soir, je vous demande de vous saisir les mains. C'est pour vous faire entrer dans ma tête, comme dans Inception, et pour vous montrer comment l'imagination d'un écrivain fonctionne à vif, en temps réel, quand il s'agit de transformer une prémisse d'idée vaguement formulée en quelque chose de concret, avec des personnages, avec un début d'histoire, un début de conflit, la transformation de ce conflit en une série de complications qui va mener le personnage jusqu'à la résolution de son conflit et une fin heureuse ou pas. Donc voilà ce qu'on va faire. Et penser comme un écrivain, finalement, dans 80% des cas, c'est penser comme un voleur. C'est choper des idées à droite et à gauche dans vos lectures, dans vos films, dans les conversations que vous écoutez à la table d'à côté, au café, au restaurant où vous êtes. C'est un peu un métier de voyeur, le métier d'écrivain. Et si vous, comme certaines personnes que j'ai pu brusquer en donnant beaucoup d'idées, si vous êtes incapable de prendre les idées des autres, déculpabilisez-vous en vous disant que les idées appartiennent à tout le monde. Les idées ne sont pas protégées par le code de la propriété intellectuelle. Les idées, c'est un peu comme les pollens en suspension dans l'air.
elles appartiennent à tout le monde et à personne, et les seuls qui les aperçoivent sont les allergiques, qui ont une réaction d'hypersensibilité à ces pollens, et qui tout d'un coup, autour de cette réaction hypersensible, cristallisent plein de choses. Donc, et je ne comprends pas pourquoi il y a cette pudeur chez certaines personnes à ne pas vouloir voler les idées des autres, parce que les idées, tout le monde peut les avoir. Moi j'en ai 10 par entretien avec mes écrivains, et si je les ai en si peu de temps, tout le monde peut les avoir. C'est juste qu'il faut vous habituer à penser comme un écrivain et à très vulgairement pisser du manuscrit, non pas forcément à l'écrire, mais à imaginer toutes les déclinaisons d'intrigues, de situations conflictuelles, de drames possibles et imaginables, à partir des matériaux disponibles pour tout le monde, dans votre environnement, dans la littérature, dans le cinéma, et tout ça. Et du coup, moi, comme j'ai, à force de pratique, beaucoup d'idées la plupart du temps, j'arrive à brusquer des personnes qui me disent « Ah mais non, je peux plus l'écrire, c'est ton idée. » Mais non, c'est pas mon idée. Si je l'ai eu en 5 minutes, tout le monde peut l'avoir. Et c'est le signe que cette idée n'est qu'un catalyseur, finalement. L'idée est rarement intéressante en soi. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous en emparez, la manière dont vous la fécondez avec votre propre sensibilité, votre propre passé, vos affects, vos complexes, vos fragilités, vos faiblesses, votre propre expérience de la vie, etc., etc. Et tout ça fait quelque chose de très intéressant. Et à partir de la même idée, il y aura autant d'histoires différentes qu'il y aura d'écrivains. Et c'est pour ça que ce soir, je vais vous donner une idée, une contrainte, une prémisse, et qu'ensuite, pendant 3/4 d'heure, je vous laisserai vagabonder dans votre imagination pour voir ce que vous pouvez en faire. Et ensuite, pendant l'heure restante, on fera un très beau brainstorming, pour parler bien français, pour voir, à partir de chacune de vos propositions, jusqu'où on peut aller dans l'histoire, dans le personnage, dans le travail de tout ça, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, l'idée m'est venue en regardant King Kong, version 1933 de la RKO. J'en ai parlé dans ma newsletter de ce soir, parce que j'avais jamais vu. Mon beau-père, ce week-end, m'a pas donné d'autre choix que de le regarder. Ok, vive la paix dans les familles. Et c'est là que j'ai découvert un monde étrange où les femmes ne savaient que crier, les hommes taper, et l'homme blanc colonisateur a pillé la nature et à mettre en cage les animaux sauvages ou à les abattre. Et j'ai trouvé ça très étrange. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça que Peter Jackson a fait son remake en 2005, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à montrer de cette histoire, notamment le thème de la Belle et de la Bête, qui est à peine évoqué dans le film original et seulement dans quelques dialogues. Et le romantisme de la Belle et de la Bête ne se transforme pas du tout en image, en situation, parce que les valeurs et la sensibilité moyenne de l'époque n'étaient pas du tout compatibles avec un tel romantisme. Et c'est en fait l'intérêt de revisiter un classique, l'intérêt de réinterpréter des œuvres du passé, c'est constater un écart entre la sensibilité d'alors et la sensibilité d'aujourd'hui, la sensibilité moyenne. Bien sûr qu'en 1933, il y avait des féministes, bien sûr qu'il y avait des gens sans doute atterrés par le comportement prédateur de l'homme, mais ces gens étaient des anomalies. La norme était tout autre.
Et aujourd'hui, c'est l'inverse. La norme a changé. Maintenant, quand on tue son chat parce qu'il nous embête, on va en prison. Et c'est normal. Et donc maintenant, quand on cherche à emprisonner King Kong, même si c'est pas ce que raconte le film de Peter Jackson, on trouve ça bizarre. Et tout d'un coup, les femmes ont quelque chose à dire, autre que des cris, et font autre chose que se jeter dans les bras des hommes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, et il y a plein de manières, et ça peut être un exercice pour vous, dans tous les classiques que vous lisez ou que vous voyez, essayez de vous dire qu'est-ce que je verrais et ferais différemment de son auteur, de son réalisateur, de son scénariste. Moi, quand j'étais enfant ou adolescent, je trouvais très bizarre ces scènes dans les films en noir et blanc, comme, je sais pas, La Bête humaine de Jean Renoir. On voit un type sauter sur une femme, la femme qui essaie de le repousser, l'homme plus fort qu'elle finit par l'emporter, elle cède, et tout d'un coup, elle tombe amoureuse du type. Et moi, je me suis dit, mais si c'est ça l'amour, jamais je tomberai amoureux, quoi. C'était traumatisant, quoi. Alors qu'à l'époque, visiblement, c'était tellement montré que ça devait être très normal. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, pour certains individus étranges, visiblement, c'est normal. Donc, là, il y a un écart de sensibilité évident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, tout d'un coup, le changement de contexte, le changement de sensibilité permet une réinterprétation et de changer la perspective tout d'un coup, voire de l'inverser complètement, et raconter une autre histoire à partir des mêmes données factuelles. Je vais prendre un autre exemple, par exemple le mythe du Minotaure. Donc vous savez depuis le collège que le Minotaure est un affreux monstre, mi-homme, mi-taureau, issu de l'union de la reine, du roi, de la femme du roi de Minos, et d'un taureau donné par Poséidon, quelque chose comme ça. Et du coup, ce Minotaure enfermé dans le labyrinthe de Dédale avait besoin de chair fraîche pour manger. Et donc, le roi Égée d'Athènes, suite à je ne sais plus quelle guerre, avait tous les 9 ans son tribut de jeunes Athéniens à donner au roi Minos comme tribut de guerre, quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que Thésée, le fils du roi, décide de prendre son glaive, de se porter volontaire, de partir jusqu'à l'île de Crète, de tomber amoureux et de séduire la fille du roi Ariane, qui lui donne sa pelote, etc. Et Thésée tue le Minotaure et part avec Ariane. Et deux auteurs ont inversé le récit. Il y a Borges dans un conte qui doit être dans son recueil fiction. C'est un conte qui s'appelle Le domaine d'Astérion, si je me rappelle bien, où en fait il montre le point de vue de la bête, qui n'est plus une bête, qui est un être sensible, même si à moitié humaine. Et en fait, il en fait un portrait très romantique d'une sorte d'être solitaire que personne ne comprend, qui effraie tout le monde, et c'est un peu Shrek, voilà. C'est si vous voulez une comparaison grand public, qui effraie tout le monde et qui est cet être romantique en quête de l'âme sœur, qui pourrait être Ariane. Et finalement, il accueille la mort que lui donne Thésée comme une délivrance. Une délivrance d'une sorte de damnation un peu comme celle du vampire. Et c'est très romantique et c'est très intéressant. Et ça contraste énormément avec le mythe classique de l'homme bête, affreux et repoussant. L'autre personne, qui a réinterprété le mythe, c'est Julio Cortázar, qui est l'un de mes autres auteurs favoris, qui est un très bon conteur d'histoire fantastique. Et là, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Les Rois,
où il imagine en fait que les méchants, le méchant ce n'est pas le Minotaure, c'est Thésée, c'est le roi Minos, c'est en fait le procès des rois, ou des fils des rois, qui sont vus comme des oppresseurs, qui sont vus comme des despotes, et le Minotaure est cet être sensible, victime du destin, victime de sa nature repoussante ou à moitié repoussante, condamné par, instrumentalisé par la royauté comme une arme d'oppression et de peur, alors que lui, il veut juste vivre sa vie. Et en fait, lui est secrètement amoureux de sa demi-sœur Ariane, puisque Ariane étant la fille du roi et lui, le fils illégitime de la reine, ils sont demi-sœurs. Et donc, il y a une relation assez incestueuse entre les deux, et Ariane, finalement, ne donne pas sa fameuse pelote de laine, ou de je sais pas quoi, à Thésée pour que Thésée ressorte du labyrinthe victorieux, mais pour que le Minotaure, une fois après avoir terrassé Thésée, puisse sortir, s'échapper du labyrinthe et quitter l'île avec Ariane. Et tout d'un coup, on inverse totalement la signification du mythe originel pour proposer une interprétation politique et sentimentale en même temps de cette histoire. Et ça, c'est passionnant. Don Quichotte, tout le monde fait semblant d'ignorer la profonde cruauté de Cervantes à l'égard de son personnage, dont il se moque, dont il ne rate aucune occasion de le faire souffrir et de le tourner en dérision. Et aujourd'hui, si on était honnête, on jugerait cet auteur comme il le mérite, mais comme le personnage est tellement attachant, a dépassé tellement par son aura, par sa générosité, par son idéalisme, par ce panache comme ça, chevaleresque, sublime, qu'on a tous comme idéal éthique, même si ce n'est qu'un idéal, et ben, l'ombre du personnage a supplanté les défauts de son créateur, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc du coup, quand Cervantes a écrit Don Quichotte, il l'a écrit seulement pour se moquer de ce pauvre type qui confond ses lectures et ses fantasmes avec la réalité. Et aujourd'hui, quand on lit le désintérêt, l'altruisme, le beau geste gratuit du chevalier à la triste figure. Et c'est comme ça maintenant que ce livre est reçu. Et j'aimerais vous soumettre un exercice du même ordre avec une sorte de copycat de Don Quichotte qui est Madame Bovary. Madame Bovary, c'est un peu comme Don Quichotte, c'est quelqu'un qui confond son imaginaire avec la réalité, et constatant que, déplorant que la réalité ne se conforme pas avec ses fantasmes, fuit dans des aventures sans lendemain et finit par se suicider. Je voudrais qu'on fasse ce soir, c'est imaginer ce que Madame Bovary peut devenir, de la même manière que Don Quichotte a échappé à son créateur, comment Madame Bovary pourrait échapper à ce mufle de Flaubert qui par son ironie a tendance, même si c'est fait très finement et avec tout son talent, à mépriser son personnage. Comment on peut réinterpréter ce mythe moderne qu'est Madame Bovary sous le prisme du féminisme, sous le prisme de la modernité, pour en faire un personnage vraiment autonome et qui échappe comme ça au mépris de son créateur. Et vous pouvez très bien la plonger dans un contexte contemporain, dans la France d'aujourd'hui, confrontée aux sources d'aliénation d'aujourd'hui, que sont la pub, que sont
tous les idéaux impossibles à atteindre que tendent aux femmes voilà, les campagnes publicitaires, l'héritage sexiste et misogyne qu'on trimballe malgré nous, même si on essaye de s'amender depuis plusieurs siècles. Voilà. Comment raconter la tentative d'émancipation d'une femme face à une source d'aliénation. Donc, pour le cas de Madame Bovary, c'était ses lectures sur lesquelles elle fantasmait. Aujourd'hui, ça peut être une comédie romantique débile, ça peut être des magazines futiles, ça peut être n'importe quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour réinterpréter Madame Bovary en 2018 avec la sensibilité et les valeurs modernes.